Merci beaucoup à tous les deux et je vous demande d'accueillir Philippe et Anne-Claire. Bonjour à tous, donc Philippe Banquet, président d'Acorus, j'ai 54 ans, marié, 2 enfants. Mon parcours est d'abord de 15 ans dans des groupes, 7 ans chez Veolia. À l'époque, c'était pas l'intermédiaire. Et 7 ans chez Elis. Et puis en 2010, l'envie de faire plus d'entrepreneuriat que d'intrapreneuriat, puisque ces 15 premières années sont un peu placées sous le signe de l'intrapreneuriat. L'envie de faire de l'entrepreneuriat me prend et je décide de reprendre une entreprise. Donc je reprends une petite entreprise de plomberie, pas si petite que ça, puisqu'il y avait déjà 80 personnes, et ça faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans la rénovation uniquement. Et aujourd'hui, donc ça fait 14 ans, et aujourd'hui, donc pour vous décrire Acorus, on est 1700 la dernière fois qu'on a écrit, mais on doit être 1800 quelque chose là, dont 1100 techniciens, donc c'est pas de l'encadrement et de la sous-traitance, c'est des gens qui font le métier, les métiers, c'est pas 1100 plombiers, il y a tous les corps d'état nécessaires à la rénovation d'un immeuble. C'est organisé en mini-entreprises, on va y revenir très rapidement juste après. Donc c'est plus de 80 mini-entreprises, un terme qu'on retrouve assez régulièrement dans la littérature, lean ou entreprise libérée ou autre. Nos clients, c'est pas des particuliers. Même si vous avez aimé la présentation, je ne pourrais pas rénover votre maison. Par contre, c'est des bailleurs sociaux, des hôtels, de la santé et des copros. On fait 280 millions de chiffre d'affaires. Et on est dans 16 agences, une partie significative en Ile-de-France et puis une partie en province, à Bordeaux, Lyon, Nantes, Orléans, Rennes, Reims, etc. Et l'histoire, c'est l'histoire de la transformation en fait de cette entreprise de 80 personnes vers 1800 personnes. Une transformation que déjà à l'époque, je disais à Claire que j'ai aucun souvenir de cette conférence à BPI, donc ça me stresse à chaque fois que tu en parles. Qu'est-ce que j'ai raté? C'est l'histoire d'une libération d'énergie qui est bien venue d'une idée de Lean, puis qui après, on a un peu arrêté de parler de Lean, et on a plutôt parlé de transformation de la culture, de mise en place de la structure, des outils, du cadre qui permet de l'autonomie, etc., de la confiance. Je vais y revenir un petit peu après. Donc là, vous voyez à peu près ce qu'est le groupe, mais il vous manque l'organigramme. Alors, pour que vous puissiez comprendre l'organigramme, c'est ça en fait l'organigramme, donc il n'y a pas vraiment d'organigramme. J'aime pas trop en fait la représentation parce que je suis au milieu, c'est pas tout à fait la logique. Alors oui, ils avaient même mis des grandes flèches, on a cru, le roi soleil, ils ont relevé. Mais les points roses, c'est les mini-entreprises, donc chaque rose c'est une mini-entreprise. Une mini-entreprise, c'est quoi? C'est un chef d'entreprise, une équipe de 10, 15, 20, parfois un peu plus, 30 personnes. Elle est assez spécialisée, voire très spécialisée, un métier vraiment. Et elle va avoir toute l'autonomie d'une entreprise de bâtiment classique. Voilà. Elle peut embaucher, dépenser, répondre aux clients, faire ses augmentations, enfin, tout ça est en totale autonomie, acheter le matériel nécessaire, etc. Elle se regroupe pour mutualiser des choses qui nécessitent d'être mutualisées, un peu avec le principe de subsidiarité. Si on fait à peu près le même métier, là, toutes celles-ci font le même métier et vont se différencier par la géographie, l'endroit où elles interviennent. Et elles vont partager des locaux, elles vont partager de l'assistance commerciale, elles vont partager un bureau d'études. Autant le faire ici, puisque c'est pas de besoin de monter plus haut. Donc les bleus, c'est les directeurs opérationnels, d'une certaine façon, au comité de direction opérationnel. Et puis les jaunes, c'est les services support. L'ensemble de ce qui est bleu, jaune, vert, c'est des directeurs d'agence. C'est quand c'est devenu un peu plus gros. Là. 3 niveaux, c'est à peu près le maximum qu'on ait voilà, de hiérarchie. L'ensemble de ce qui est bleu, jaune et vert constitue ce qu'on appelle les services partagés, l'atelier. Et cet atelier, son but, son rôle, c'est de travailler à la réussite des mini-entreprises, et uniquement ça, les faire réussir, les faire collaborer, leur simplifier la vie,
les aider à ne pas se planter, les aider à prendre du recul et à voir que la transition environnementale, ça va influer tous ces métiers, donc comment on y va pour... comment on joue de son influence pour que ces unités, ces mini-entreprises autonomes aient quand même envie d'aller chercher d'autres façons de faire les choses, d'autres façons de s'adresser à leurs clients. Et donc ça c'est l'atelier, les autres c'est les mini-entreprises autonomes. Le lean dans la construction, c'est pas complètement naturel. Dans l'histoire des 3 premières années de la reprise, là, c'est un peu un coup de bol. Au bout de 3 ans, ça se passe bien. Je suis arrivé avec une logique de on va faire du service dans le bâtiment. Cette logique, elle plaît. Je réécris un peu les mémoires d'appel d'offres, etc. Et en 3 ans, le chiffre d'affaires est multiplié par 2 et l'effectif par 2. Comme c'est une reprise qui, du coup, a bien fonctionné, en tout cas pendant ces 3 premières années, j'ai essayé de m'attaquer au sujet qui me perturbe quand même un peu à ce moment-là. C'est que dans le bâtiment, on parle tout le temps de qualité et de délai, mais c'est quand même un des secteurs où on est le plus mauvais en qualité et en délai. Et à l'époque, il n'y a pas de bouquin sur le lean appliqué à la construction en France, et puis il y en a un qui sort, écrit par Patrick Dupin en 2013, et je me rapproche de Patrick, il vient nous voir, et je dis, voilà, ce que j'ai lu dans ce bouquin, ça me parle vraiment, je ne venais pas du bâtiment, mais ce que j'y vois, ça ressemble vraiment à ce qui est décrit. Une logique de dilemme du prisonnier dans les réunions de chantier où tout le monde se renvoie la responsabilité, c'est complètement fou. Comment on pourrait essayer d'appliquer du lean à nos activités, et puis puisqu'on y est, on ne va pas aller sur la construction, puisque nous ne faisons que de la rénovation, on ne va pas aller sur des gros chantiers, on va aller sur nos activités de service. On va voir ce que tu peux nous dire, pour qu'on commence à voir, où est-ce qu'on pourrait mettre du lean là-dedans. Et il tourne avec 2-3 conducteurs de travaux de l'époque, et en fait, très rapidement, on arrive à la conclusion qu'on a trouvé le gaspillage, on a trouvé vraiment le gaspillage numéro 1, celui sur lequel il faut se focaliser, c'est la posture commande-contrôle du conducteur de travaux. En fait, c'est ça qui crée tous les gaspillages, ça crée des encombrements, ça crée des points de friction, ça crée de la communication qui ne passe pas, ça crée évidemment de la perte d'opportunités, puisque comme tout passe par lui, comme il commande et qu'il contrôle, personne d'autre utilise son cerveau. On utilise vraiment les bras des gens, les mains des gens, mais pas tellement leur cerveau, les techniciens, là, les 1100. Et donc ça, c'est vraiment notre premier gaspillage, c'est celui sur lequel on va décider de travailler. Comment ? En disant, mais si on arrive à remplacer commande-contrôle par autonomie et accompagnement, il pourrait se passer quelque chose. Ça prend du temps, c'est pas le sujet de tout décrire là, ce que ça prend comme temps, et puis il y a des conférences magnifiques qui la décrivent très bien. Mais en tout cas, petit à petit, cette culture d'autonomie, confiance, accompagnement s'impose. C'est un peu magique hein, quand les trucs se déploient comme ça. Alors c'est pas des outils hein, qui se déploient, c'est cette culture d'autonomie. L'idée que finalement si on fait confiance aux gens, si on les accompagne, si on cherche à les faire grandir, si on remplace peur et obéissance par apprentissage et plaisir, il se passe des trucs magiques. Et ça se déploie. Dans les 3 années suivantes, on a encore une multiplication du chiffre d'affaires par 2, par 3. Et multiplication de l'effectif par 2. Donc voilà, les 6 premières années, c'est assez fantastique, puisqu'on passe de 80 personnes, et puis 6 ans après, on est 800. C'est plus complexe. C'est là qu'on décide de regarder comment s'organiser, et on choisit cette organisation mini-entreprise qui nous paraît cohérente pour sanctuariser l'autonomie. Une mini-entreprise, c'est pas une BU que chaque nouveau patron peut décider de changer, c'est une logique d'entreprise. Une entreprise, on ne décide pas du jour au lendemain qu'on la coupe en morceaux, on peut la réorganiser, donc les mini-entreprises peuvent choisir de s'organiser comme elles veulent, elles peuvent choisir d'embaucher, d'ajouter des compétences, d'en enlever, mais on ne va pas tout d'un coup décider qu'on change tout. Voilà, j'ai été organisé par métier, on va les organiser par région, c'est pas possible. Donc ça sanctuarise quelque chose, ça c'est un des grands avantages, puis c'est un support magique pour la croissance, puisque plus on grossit, plus on est spécialisé, puisque si l'entreprise, la mini-entreprise devient trop grosse, à un moment ou à un autre, on va se demander, le chef d'entreprise, puis les gens qui sont autour, vont se demander si c'est pas le bon moment pour la couper en 2. Et notre croissance se fait comme ça, dans un mode vraiment très organique, et au sens propre du terme. Il y a un vrai mot savant qui s'appelle participarité, c'est-à-dire qu'on va découper la cellule en 2 cellules qui vont continuer de grossir. C'est l'explication de notre croissance, et c'est le réceptacle de la culture d'autonomie qui est mise là. Le deuxième réceptacle de cette culture, c'est nos outils numériques, qui sont très importants pour nous. Moi, je pense qu'on peut, le plus on est forcé, c'est plus facile sans doute dans un hôpital de tout mettre sur les murs. Mais nous, comme c'est des 1100 personnes qui sont dans leur camion ou sur des chantiers, c'est pas très facile de tout mettre sur les murs. Moi, je crois quand même beaucoup aux outils numériques.
eux, ils permettent de tout mettre à un endroit. Après, évidemment, il faut qu'ils soient simples, il faut qu'ils soient faits avec les gens. C'est pour ça qu'on les a développés en interne et qu'on est tout le temps en train d'aménager, d'améliorer ces outils à la demande des utilisateurs, ce qui permet d'avoir une adhésion assez forte. Par exemple, notre outil d'achat, il y a à peu près 700 personnes différentes. Ça peut être des techniciens, des acheteurs, des directeurs, des assistantes qui commandent du matériel dedans tous les jours. Donc c'est tout le monde utilise cet outil, c'est pas une frange ou quelques personnes, c'est un outil complètement collaboratif. Après, cette culture, que j'ai décrite très rapidement, on peut aussi passer à la partie chantier. Parce que Lean Construction, il y a quand même quelques outils spécifiques. Et ces outils spécifiques nous ont permis de découvrir que, en fait, on pouvait faire du bâtiment différemment des autres. Et qu'il y avait notamment un très gros problème, c'est la façon dont on planifie dans le bâtiment. On planifie mal, on planifie avec les outils qui existent, donc le Gantt de Windows Project, alors que le bâtiment, pour y retrouver une logique Lean, il faut réussir à le planifier par zone, donc il faut faire des planifications géo-temporelles, parce que c'est ces zones qui viennent mimer le déplacement de la chaîne dans l'usine. Donc cette planification par zone, c'est une des grandes différenciations qu'on a pu avoir, qui donne des résultats assez dingues en termes de vitesse et en termes de qualité de la réalisation. Un tout petit exemple. Un hôtel de 189 chambres, 4,5 millions de travaux, un mois de préparation, 2 mois de travaux. Particularité, on a tout sauf, on va dire, le plombier. Ça arrive parfois. C'est pas un cas facile, parce que quand on va faire notre planning géotemporel, le plombier, lui, il va en faire un autre de planning. Et le planning classique de l'entreprise qui ne connaît pas le Lean, c'est un planning qui optimise son travail, pas le travail du projet. Optimiser son travail pour un plombier, c'est par exemple se dire, moi aujourd'hui, je vais demander à mes gars juste d'enlever les WC de toutes les chambres, donc les 189 chambres, parce que comme ils font la même tâche tout le temps, ils vont aller plus vite. Demain, ils poseront le WC des 189 chambres, par exemple. Sauf que vous, derrière, vous avez envie de faire intervenir quelqu'un dans les chambres où tout a été enlevé, le WC, la baignoire, et vous ne pouvez pas s'il fait ça. Donc, vous avez perdu votre flux. C'est un peu ce qui s'est passé ici. On construit le projet en flux, donc on le voit à peu près, on y intègre la plomberie, on retrouve ce flux-là qui va s'enchaîner par étage, un étage sur 3 chambres, des temps, et le plombier, lui, il ne fait pas ça. Et donc, voilà, le flux, on retrouve ici le flux pour une chambre, puis l'autre c'était un peu classique. On allait le faire grâce à l'agencement, enfin, on a un truc qui était censé très bien marcher, sauf que le plombier fait complètement autre chose, et que pendant tout le début du chantier, en fait, chaque fin de semaine, on a pris du retard, et ce retard il est lié au fait que le plombier n'a toujours pas compris, on essaie de l'expliquer, mais il n'a toujours pas compris le planning géotemporel qu'on a mis en place. L'avantage du truc, c'est que dans le Lean Construction, il y a aussi une réunion qui s'appelle Last Spanner System, réunion hebdo. Et dans cette réunion hebdo, on vient convier notre plombier, là, et on lui dit on va essayer de t'expliquer une bonne fois pour toutes comment on fait et pourquoi ça va être intéressant que tu le fasses. Parce qu'en fait, même si tu penses que c'est pas optimum pour toi, comme ce sera optimum pour le projet, finalement tu vas passer moins de temps sur le projet, et donc tu vas quand même gagner de l'argent. Finalement, il trouve que c'est pas si mal, il s'y met. Comme le flux est bien lissé, comme on avait pris des marges de manœuvre, on arrive à resserrer et à finir ce projet exactement dans les temps, là, on finissait les 2 premiers mois avec 8 semaines de retard. Donc on finit exactement dans les temps, malgré une augmentation du chiffre d'affaires, parce qu'il y a des travaux complémentaires qui sont donnés. Et ça, c'est vraiment la force de l'organisation géotemporelle et du flux, de ce côté petit train. Et quand on arrive à emmener les gens dedans, même ceux qui ne sont pas au départ dans le projet. Voilà, là c'était Lean appliqué à la construction, après la culture, et puis je vais passer la parole à Anne-Claire sur la partie plus green. Du coup, Anne-Claire, je suis chez Akoreuse depuis 5 ans, après avoir passé 2 ans et demi vraiment sur le terrain, dans les mini-entreprises, pour accompagner des travaux. Je suis maintenant dans toutes les petites bulles jaunes au niveau des services partagés, et j'accompagne les mini-entreprises dans leur développement, donc soit par l'innovation, soit par le développement de nouvelles offres, ou le développement de nouvelles activités en région. Un de mes premiers accompagnements, ça a été vraiment d'aider les mini-entreprises à inscrire un peu l'éco-rénovation dans leur culture.
vous avez vu que le Lean est quelque chose qu'on a développé depuis plusieurs années. On se positionne aussi comme précurseur de l'éco-rénovation depuis quelques temps. L'idée étant vraiment d'accompagner nos clients pour leur permettre d'avoir des rénovations qui soient vertueuses pour leur patrimoine et pour l'environnement. Donc une des premières choses qu'on a voulu faire, c'est d'abord de mesurer notre impact, donc assez classiquement par un bilan carbone. Donc vous avez, on essaie de vulgariser au maximum pour vraiment embarquer nos équipes dans ces enjeux-là. Donc assez vulgairement, on a 10% de nos émissions qui sont liées à tous nos déplacements au carburant, 40% aux matériaux, et puis 50% aux équipements qu'on pose et à leur utilisation ensuite lors de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Au-delà de ça, on a aussi travaillé sur des modèles d'émissions évitées. On disait que nous, on avait beaucoup de choses qui rentraient dans notre bilan carbone, de matériaux, d'équipements, etc. Mais que, mine de rien, nos travaux permettaient à nos clients d'éviter des émissions, notamment par toutes les rénovations énergétiques qu'on effectue depuis un petit temps. Donc on a travaillé avec des différents prestataires, des auditeurs, etc. pour arriver à construire ces modèles d'émissions évitées. Aujourd'hui, on est à peu près à 4500 tonnes de CO2 économisées sur l'année 2023. On a des objectifs assez ambitieux par rapport à ça. Et voilà, en tout cas, ces modèles fonctionnent bien et permettent un peu d'acter cette logique d'éco-rénovation. La deuxième chose, c'est qu'on cherche vraiment à réduire nos émissions. Donc vous avez vu un peu la vulgarisation de notre bilan carbone. Pour chacun de ces éléments, on essaye vraiment de positionner différentes actions. Donc pour le carburant, assez classiquement, on a électrifié une partie de notre parc, mais on cherche aussi à être plus proche de nos chantiers et puis à développer des petits hubs logistiques pour permettre à nos techniciens d'intervenir en vélo cargo avec des moyens de mobilité douce et éviter du coup du gaspillage de temps, de moyens, mais aussi du gaspillage de carbone. Sur tout ce qui est matériaux, on va en revenir ensuite. Le Lean nous aide vraiment. Et puis on s'est posé la question un peu des vrais emplois de matériaux. Et puis enfin sur les équipements, on continue à investir massivement dans les activités qui permettent à nos clients de réduire leur consommation énergétique. Et puis on essaye d'avoir des matériaux bas carbone sur l'ensemble de nos chantiers. On se demandait, quand Sophie est venue préparer du coup, cet atelier avec nous, si le Lean était vraiment green. Nous, on pense vraiment que cette philosophie nous aide aujourd'hui à continuer cette transformation de l'entreprise suivant cet axe de l'éco-rénovation. En fait, dans le fait d'appliquer le Lean sur les chantiers, on a une vraie contribution à la réduction des gaspillages environnementaux. Donc la première chose, c'est qu'on s'efforce d'acheter la juste quantité pour éviter le gaspillage. On a mis en place, donc, via un de nos outils numériques dont on parlait Philippe, les intentions d'achat. Je pense que vous avez tous entendu parler d'entreprises du bâtiment qui achètent en masse pour essayer de diminuer leurs coûts, etc. Encore là récemment, on a repris un chantier après une entreprise défaillante à Créteil. Ils avaient commandé l'ensemble du matériel pour le chantier, donc les sous-sols sont pleins de matériaux qu'on va jeter demain, puisqu'entre-temps, l'archi évidemment a changé le projet, etc. C'est toujours assez étonnant de constater que c'est toujours le cas, en fait, le secteur est toujours un peu archaïque à ce niveau-là. Donc voilà, par ces intentions d'achat, on va bloquer chez nos fournisseurs les matériaux dont on va avoir besoin pour l'ensemble de nos chantiers, mais on va les débloquer vraiment à la semaine avec le Last Planner System pour éviter le gaspillage et au final être livré sur la bonne quantité dont on a besoin. En réfléchissant aussi au gaspillage de déplacement, on va vraiment essayer de sectoriser nos techniciens ou bien justement de réfléchir un peu à ce dernier kilomètre avec de la mobilité douce pour éviter encore une fois les déplacements inutiles et le gâchis environnemental que ça peut causer. Et puis on essaye aussi de gérer les déchets localement, donc on met en place des mini-déchetteries, alors c'est pas toujours très simple sur les chantiers notamment parisiens avec le manque de place, etc. Mais on essaye vraiment de trier à la source au plus près des chantiers, de sensibiliser nos collaborateurs pour éviter de continuer le gaspillage dans ce flux de déchets. Nous, chez Acorus, pour vous donner les chiffres, c'est 4500 tonnes de déchets par an, et puis notre bilan carbone, c'est 100 000 tonnes. Donc voilà, avec ces différentes pratiques du Lean, on a vraiment l'ambition d'essayer de diminuer un peu tout ça. Mais évidemment, sur la partie déchets, le meilleur déchet, c'est encore celui qui n'existe pas. Et donc, avec les outils du Lean, on a décidé il y a quelques temps de se lancer dans le réemploi de matériaux. Donc on a tous déjà vu
l'absurdité de jeter des matériaux qui paraissent encore en bon état et qui pourraient avoir une seconde vie. En 2021, on a pris une participation capitale de CycleUp, qui est une plateforme de réemploi de matériaux, et donc qui proposait aux acteurs du bâtiment de venir chercher sur des différents chantiers de déconstruction des matériaux pour les repositionner chez eux. On a voulu travailler main dans la main avec eux pour essayer un peu d'aller plus loin sur le réemploi de matériaux. Donc on a monté avec eux un atelier de reconditionnement dont je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire. On a d'abord réalisé une étude de marché. Le réemploi, c'est quelque chose dans le bâtiment dont on parle énormément et puis qui, il y a 2-3 ans, était encore un petit peu une coquille vide. C'était compliqué en fait pour nous, entreprise générale, de trouver des matériaux qui soient accessibles rapidement, qui soient finalement en bon état quand on voulait les repositionner sur nos chantiers. Donc voilà, on a essayé de comprendre un peu tout l'écosystème, l'environnement du réemploi, les différents acteurs en présence, etc. Et ensuite, on a utilisé les différentes phases de Lean pour arriver à monter cet atelier de reconditionnement. Donc on a passé du temps sur le terrain, du temps avec nos plombiers pour comprendre comment ils posaient leurs matériaux, etc. Donc de quels matériaux ils allaient avoir besoin, même si ces matériaux étaient reconditionnés, comment est-ce qu'on allait pouvoir les conditionner, etc. pour que ce soit extrêmement simple pour eux de les poser de les remettre en œuvre. On a réalisé des groupes de travail avec eux pour arriver à l'écriture de différentes fiches techniques des matériaux de réemploi. Donc fiches techniques qui précisent une fourchette de caractéristiques sur les matériaux, différents points de contrôle, et puis qui garantissent un process de nettoyage. Ces fiches techniques, on les a largement partagées avec nos clients. Donc on a vraiment voulu mettre nos clients au cœur de la construction de cet atelier. Le tout premier client avec lequel on a travaillé ce projet, c'est Paris Habitat, donc gros bailleur social avec qui on est en marché, avec qui on a beaucoup marché sur Paris, et donc c'est vraiment avec eux qu'on a construit cette démarche-là. Une fois que ces fiches techniques étaient bâties, on a prototypé, on est rentré un peu dans une démarche de test and learn, donc assez simplement dans un garage. On aime à le raconter parce qu'on se dit que d'autres ont commencé dans des garages et puis on finit avec des empires. Donc voilà, nous on a simplement commencé à récupérer des gisements sur nos chantiers, notamment d'hôtellerie et puis de réhabilitation, des gisements qui paraissaient peut-être inaptes ou qui paraissaient être des déchets. On a testé, on a essayé différents process, etc. pour arriver ensuite à des matériaux reconditionnés en très bon état. On s'est pas mal basé, on a regardé ce qui fonctionnait dans le monde du reconditionnement, on s'est pas mal basé sur l'expérience de Pack Market. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, des téléphones reconditionnés. Quand vous recevez un téléphone, il est nickel, il n'y a pas d'éclat, le service après-vente fonctionne bien, etc. Et donc on s'est dit on veut faire pareil pour les matériaux du bâtiment. Aucune raison que de repositionner des matériaux qui ne font pas envie et de discréditer par là le réemploi. Donc on a vraiment, dans une logique de test and learn, retesté plusieurs fois le process pour arriver à bâtir différentes étapes qui fonctionnent et qui nous permettent de sortir des matériaux où à l'œil nu c'est quasiment impossible de se rendre compte que ce sont des matériaux issus du réemploi. Voilà, c'est quelques éléments supplémentaires sur le prototypage. Vous avez la photo du garage à l'appui. Ce prototypage, on l'a mené avec un chef d'atelier qui était un ancien chef d'équipe plomberie, donc vraiment quelqu'un qui connaissait bien les matériaux. On vérifiait, nettoyait les matériaux en profondeur avec des produits écologiques. L'idée c'était vraiment de monter une chaîne qui soit vertueuse du début à la fin. On fabrique en fait notre détartrant avec une machine, une réaction d'électrolyse, de l'eau, du sel, assez simplement. Et puis on a un stock tampon continuellement disponible. L'idée étant de fonctionner en fluide firé, donc on a un petit stock, on attend les commandes et puis on produit à la demande. Alors ça c'est aussi ce qui est rêvé. Il y a une logique, mine de rien, un peu de recherche de gisement qui n'est pas toujours simple. En tout cas voilà, c'est l'idée. Du coup, la slide que je voulais vous montrer, c'était une photo de notre premier appartement témoin en réemploi, où on avait embarqué notre client, et puis du coup, il y avait les différents matériaux qui étaient posés dans le logement. On avait fait venir dans son des clients, on comptait 25 dans un T2, à se dire « Ah, c'est bien le réemploi ». Vous voyez quand même un peu. Et une fois qu'on avait validé du coup ce prototypage, ce test and learn, on avait fait plusieurs retours avec le client, etc. On s'est dit « Ok, en fait, on est prêt à passer sur une phase semi-industrielle ». Donc là, on s'est beaucoup plus allié avec CycleUp, dont je vous parlais au démarrage. Dans un entrepôt qui aujourd'hui est à Noisy-le-Grand dans le 93. On a gardé notre chef d'atelier qui avait bâti tout le process, etc. Puis qui commençait à
mine de rien bien connaître tout ce secteur-là. Et puis on a pris 3 personnes en insertion pour voilà, monter cette petite chaîne industrielle de reconditionnement de matériaux. On a progressivement élargi notre base de clientèle. Donc chez nous, à Chorus, on a toujours voulu continuer à construire le projet avec nos clients. Le client historique était Paris Habitat, on a embarqué CDC, 3F, et puis on est en discussion finale avec Hauts-de-Seine et la ville de Paris. Évidemment, pour absorber les coûts fixes de la chaîne de production, etc., on a voulu ouvrir largement les ventes, et ne pas rester centré sur la production à Chorus. Donc CycleUp s'occupe de commercialiser assez largement les matériaux à d'autres. Aujourd'hui, on a vendu à des Bouygues, Vinci, Legendre, etc. Et puis on a un partenariat avec CDO. Et donc on fournit des packs WC reconditionnés dans une dizaine d'agences chaque année. Quelques chiffres clés. Nous, chez Acorus, on a posé depuis une petite année quasiment 240 matériaux, ce qui a permis 25 tonnes d'économie carbone et puis 11 tonnes de déchets évités. Au niveau de l'atelier, c'est bien plus important. Ces chiffres en plus datent du premier trimestre 2024. Voilà, ça continue à grossir et à bien fonctionner. On voit que la demande est de plus en plus importante. Et on voit aussi que ça a vraiment permis de développer un nouveau réflexe chez nos collaborateurs. Là où avant, on avait tous ces matériaux qui constituaient finalement une grosse aberration du secteur et puis un ensemble de gaspillage assez important. On a vraiment réussi à embarquer chacun de nos collaborateurs donc, au plus près du terrain pour que chacun soit capable de valoriser les matériaux. Donc là, je vous ai mis la photo d'une petite zone où chacun peut venir déposer les matériaux qu'on va reconditionner ensuite. Mais bien plus largement, les collaborateurs ont maintenant de nouvelles idées et se sont beaucoup autonomisés sur ce sujet-là. Donc là, par exemple, on avait des dalles gravillonnées qui étaient déposées pour un chantier. Et en fait, assez naturellement, parce que petit à petit, les équipes se sont vraiment imprégnées de cette philosophie-là. Ils se sont dit, ok, on va les réutiliser simplement sous un cheminement PMR pour éviter tout simplement des dégâts. Voilà, donc on voit que en tout cas les outils du Lean, le fait d'être très terrain, le fait d'être vraiment au plus près de nos équipes, nous ont vraiment permis de développer un projet qui fonctionne bien aujourd'hui et dont l'ambition est assez certaine. Merci beaucoup et bravo.